Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, je suis géographe de formation, je travaille à l'IMBE et à l'Université d'Aix-Marseille, je suis enseignant-chercheur. Et donc, je travaille sur l'histoire des paysages, et l'histoire des paysages depuis les derniers milliers d'années, ce qui me distingue des travaux de recherche que peuvent faire les géologues qui, eux, travaillent sur les derniers millions d'années. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'études d'histoire de ces paysages. À travers des exemples variés, on ne va pas parler que du littoral, bien au contraire, je vous ai apporté beaucoup d'exemples de milieux montagnards. Je vous reparlerai rapidement du lac d'Alos que vous voyez sur la première photo dont mon collègue Fred Guittet vous a parlé, je crois, en fin d'année dernière. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de comprendre la formation des paysages dans lesquels nous vivons. Certains sont emblématiques, hein. Vous voyez par exemple les demoiselles coiffées. Les calanques. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi reconstituer le passé? Après tout, on vit dans le présent et on envisage le futur. Tout d'abord par besoin de comprendre, hein, par pur besoin de savoir, par curiosité. Et aussi, je vous montrerai tout à l'heure, à la fin de cet exposé, que comprendre le passé, c'est aussi comprendre le fonctionnement de nos environnements et tenter de les aménager au mieux et tenter d'évaluer les risques, d'essayer de les restreindre. Et donc d'avoir des aménagements les plus intelligents possibles. Voilà, donc on va parler ce soir donc, des changements paysagers sur, en gros, les 20 derniers millénaires, dans une période de temps que l'on appelle le Quaternaire, qui est la dernière période géologique, celle dans laquelle nous vivons, et qui est marquée par deux choses très importantes. Tout d'abord, l'apparition des glaciations, des grandes glaciations, d'une part, et d'autre part, l'apparition et le développement de l'homme, donc du genre Homo, et des modifications de l'environnement sous l'impact des sociétés humaines. Et d'ailleurs, vous avez certainement entendu parler qu'on est aujourd'hui dans une époque que l'on appelle l'Anthropocène, donc qui est la toute dernière strate de cette période quaternaire, qui correspond au moment où l'homme va modifier son environnement. Alors les chercheurs ne sont pas complètement d'accord, puisqu'on a tous des points de vue un petit peu différents sur le début de cet Anthropocène. Pour certains, ça va être il y a environ 20 000 ans, quand les hommes vont participer à la disparition de la mégafaune. Pour d'autres, l'Anthropocène va démarrer au moment où on invente l'agriculture. Pour d'autres chercheurs, c'est le moment où on va inventer la machine à vapeur, où on va commencer à consommer de l'énergie fossile. Pour d'autres, enfin, ça peut être le moment où on va faire exploser les bombes atomiques et modifier la composition de l'atmosphère. Alors, on va prendre un petit peu du recul. Je vous montre sur cette figure l'évolution des températures reconstituées par cette courbe verte depuis en gros 60 millions d'années. Vous avez le temps de la droite vers la gauche. Et ce qui est intéressant, et ce qui est important à retenir de cette figure-là, c'est que si on considère notre époque, vous voyez que le climat de notre époque est relativement froid par rapport aux 60 millions d'années précédents. Et ce, malgré le réchauffement climatique récent que nous connaissons aujourd'hui, mais dont on ne parlera pas ce soir. On va rester à une échelle de temps un peu plus longue. Donc, si je zoome encore un petit peu, vous voyez sur cette figure que j'ai zoomé ici sur les 6 derniers millions d'années. On est encore à l'échelle des temps géologiques, hein, on va encore zoomer tout à l'heure. Sur cette courbe qui est une reconstitution des paléotempératures, alors ce n'est pas un thermomètre direct bien entendu, hein, c'est des variations d'oxygène 18 que l'on peut interpréter comme des variations de température. On voit deux choses essentielles, c'est qu'au cours du temps, depuis 6 millions d'années, eh bien, le climat a tendance petit à petit à se refroidir. Et surtout, alors je vais essayer d'avoir la souris sur l'image, ce serait pratique. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, tant pis.
Surtout, vous voyez que cette courbe, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'époque actuelle, eh bien, elle va connaître des fluctuations de plus en plus importantes, des variations de plus en plus importantes, qui vont correspondre à l'apparition des grandes glaciations. Et c'est ça qui va marquer la dernière ère géologique, celle dans laquelle nous vivons. Et il faut avoir en tête eh bien, que l'homme s'est développé aussi, et surtout, je dirais même, durant des périodes glaciaires, et que finalement nous avons beaucoup de chance de connaître et de vivre aujourd'hui dans une période que l'on qualifie d'interglaciaire qui a démarré il y a environ 20 000 ans. Alors je vais vous montrer un petit peu l'histoire de cette discipline, comment est-ce qu'on est arrivé à reconstituer le climat du passé et surtout les traces laissées par les variations climatiques dans nos paysages. Donc je vous montrerai des exemples en montagne et sur le littoral. Alors moi j'aime bien essayer de raconter l'histoire de cette discipline parce qu'elle se base sur des observations de terrain. Et comment est-ce qu'on a eu l'idée de travailler sur l'histoire du climat? Qu'est-ce qui a interpellé les chercheurs? Eh bien, ce sont ces gros blocs que vous voyez sur la photo. Des gros blocs qui sont en fait des blocs erratiques transportés par les glaciers, que l'on retrouve dans certaines régions, alors qu'ils n'ont absolument rien à faire. Vous avez en haut, par exemple, le bloc que l'on appelle le Gros Caillou de la Croix-Rousse, en plein cœur de la ville de Lyon, qui était un rocher transporté par le glacier qui arrivait jusqu'à l'emplacement de la ville actuelle. Exactement comme ce que vous avez sur la photo d'en bas. Un autre exemple, vous voyez ces roches polies en plein cœur de New York. On est ici à Central Park. Vous avez des roches qui ont été polies par les anciens glaciers qui recouvraient l'emplacement de la ville à l'époque, il y a environ 20 000 ans. Alors les premières observations de ces blocs ont interpellé les géologues. Ça remonte à la fin du XVIIIe siècle. Parce que ces gros blocs, certains étaient composés de granit et ils reposaient sur des plateaux composés de calcaire. Et donc, on se disait, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On n'avait pas encore du tout l'idée de l'existence de glaciation. Et vous voyez qu'à l'époque, Saussure disait, mais les granites ne se forment pas dans la terre comme des truffes et ne croissent pas comme des sapins sur des roches calcaires. Donc il y avait un problème qu'on cherchait à expliquer. Alors beaucoup de théories ont vu le jour. Hein. Est-ce que c'était les restes d'une ancienne montagne aujourd'hui érodée? Des théories plus ou moins farfelues. Hein. Est-ce que c'était l'explosion de fluides emprisonnés sous la croûte terrestre? Est-ce que c'était lié à un soulèvement brutal des Alpes qui aurait chassé l'eau de mer et aurait provoqué des tsunamis géants? Bon, on ne savait pas trop. Et finalement, c'est au début du 19e siècle qu'on a l'idée, donc c'est James Hutton qui écrit « Pour remuer des masses de roches aussi énormes, sans doute les instruments les plus puissants dont se sert la nature sont les glaciers. » Et à partir de là, l'idée va faire son chemin. Elle va être largement controversée, discutée. Elle fait son chemin aussi grâce à la rencontre de géologues et de montagnards qui avaient une très bonne lecture du terrain et des paysages de montagne. Et finalement, on va retenir le nom de Louis Agassiz pour cette théorie des glaciations, une théorie de l'âge glaciaire, pour l'instant une seule grande glaciation, mais il avait été précédé par d'autres chercheurs, d'autres savants de l'époque, qui sont assez sceptiques parce que c'est tellement énorme que, vous voyez par exemple, Pérodin écrit « Il me fait peur de penser à un glacier pareil ». C'est quelque chose qui était assez inimaginable. Et même Darwin était sceptique sur cette hypothèse, sur cette idée. Il ne l'admettra qu'à la fin de sa carrière. Alors, ensuite, donc là, on pensait qu'il y avait eu un âge glaciaire. Et puis, la discipline a évolué, notamment grâce aux travaux de géologues allemands, qui sont Penck et Brückner, dont on a retenu le nom, qui sont les premiers à avoir imaginé qu'il n'y avait pas eu une grande glaciation, mais plusieurs glaciations. En particulier parce qu'ils ont étudié ce qu'on va appeler les terrasses. Vous voyez ces replats en bordure du cours d'eau, des terrasses, des niveaux de terrasses emboîtés les uns dans les autres à des altitudes différentes qui correspondaient en fait à des sédiments déposés par plusieurs glaciers
donc qui ont occupé les vallées à plusieurs reprises. Et ce sont les premiers, donc vous voyez par exemple cette carte qu'ils ont levée, hein, donc toutes les terrasses dessinées le long des vallées. Et eux ont ont établi le schéma suivant, qu'il n'y a pas eu une glaciation, mais 4 grandes glaciations, qu'ils ont appelées avec des noms de localités suisses et allemandes, le Günz, le Mindel, le Ries et le Würm. Alors c'est des termes un peu vieillots maintenant, mais on utilise encore le nom du Würm pour qualifier la dernière glaciation, qui s'est donc achevée il y a 20 000 ans. Et le Ries, c'est l'avant-dernière glaciation. Et puis pour les plus anciennes, on n'utilise plus du tout cette terminologie parce qu'on s'est rendu compte, grâce à d'autres méthodes d'études, qu'en fait, il n'y avait pas eu ni une ni 4 glaciations, mais au moins une trentaine. Voici un exemple des cartes qui avaient été levées. Vous voyez, on est au tout début du XXe siècle. L'étape suivante, ça a été d'essayer de dater ces glaciations, puisque certains pensaient même qu'elles étaient antérieures à la naissance des Alpes. On n'avait aucune idée de la chronologie. Alors comment les dater? Eh bien le premier qui y est parvenu, on est ici à la fin du XIXe siècle, c'est un Suédois, un géologue suédois, qui a eu l'idée de compter les varves lacustres. Alors qu'est-ce que c'est que les varves lacustres? Vous les voyez sur une photo de l'époque et vous les voyez ici sur une carotte prélevée dans un lac. Les varves, ce sont des couples de lamines constituées d'une lamine claire et d'une lamine noire qui se déposent dans les lacs et qui se déposent dans les lacs en aval des glaciers. La lamine claire se dépose en été, quand l'environnement dégèle, au moins en partie, que les torrents amènent du sable et des sédiments dans le lac. Donc ce sont des grains de sable, en fait, pour simplifier. Et la lamine foncée se dépose pendant l'hiver, quand le lac est gelé, et que toutes les algues qui se sont développées pendant l'été vont mourir et sédimenter au fond du lac. Donc si on compte un couple de lamine claire et foncée, on a une année. Et si on peut ainsi compter les années. Et c'est ce qu'a fait Gérard de Giers, qui a pu comme ça compter 12 000 varves au maximum pour les lacs les plus anciens et 6 000 varves, 6 000 ans pour les lacs les plus jeunes. Et il a pu ainsi, pour la première fois, dater la fin de la dernière glaciation. Il ne s'était pas beaucoup trompé, puisqu'il a travaillé sous des hautes latitudes. Regardez ici sur cette image, vous avez une carte qui vous montre l'état des glaciers lors du dernier maximum glaciaire. C'était il y a 20 000 ans. Ensuite, ces glaciers ont fondu. Donc il y a 12 000 ans, eh bien, la calotte de glace, vous voyez, qui recouvrait le nord de l'Eurasie, était en train de fondre. Hein. Donc on est tout à fait dans le bon cadre chronologique. Vous voyez sur cette carte que dans l'hémisphère nord, il y avait deux immenses calottes de glace, hein, une sur le nord du continent américain et une sur le nord de l'Eurasie. Et que finalement, on ne le voit pas trop à cette échelle, mais je vais vous montrer une autre carte tout à l'heure. L'ensemble des reliefs était également recouvert par les glaces. Alors ensuite, les moyens d'études ont largement évolué. Et c'est dans le tournant des années 60-70 que là on a fait vraiment beaucoup de progrès sur l'histoire du climat, notamment grâce à l'étude des carottes de glace prélevées au Groenland, prélevées également en Antarctique. Hein. Vous avez des exemples des installations qui demandent une haute technologie, hein. Et également des sédiments prélevés au fond des océans. C'est également le moment où vont se développer des méthodes de datation, donc qui vont permettre de vraiment cerner l'évolution du climat. En particulier, on a travaillé, quand je dis on, bien entendu, c'est pas moi, en comptant les couches de glace, qui marchent un petit peu comme les varves lacustres. Hein. Finalement, on a un enregistrement annuel. On a pu étudier la composition de la glace, et dans le fond des océans, eh bien, on a étudié les pollens, on a étudié les fossiles d'algues, et en particulier leur composition isotopique. On peut mesurer leur teneur en oxygène 18, c'est ce qui nous a donné les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis la composition des sédiments marins eux-mêmes, sachant par exemple que quand les glaciers sont très développés pendant les phases froides, eh bien ils vont véler
des icebergs, ils vont rejeter des icebergs en mer qui vont dériver et descendre très au sud, en gros jusqu'au sud des côtes espagnoles. Et en dérivant, ils vont fondre et ils vont abandonner les sables, les graviers, les galets contenus dans la glace, puisque le glacier a un fort pouvoir érosif. Donc c'est de la glace dans un iceberg, mais c'est aussi, il y a aussi beaucoup de cailloux. Ces cailloux vont tomber au fond de la mer et quand on va faire des carottes et qu'on retrouve des niveaux de cailloux, eh bien on sait qu'on est dans une période glaciaire. Et puis, donc les méthodes de datation se sont largement améliorées, en particulier les méthodes de datation radiocarbone et l'étude des pollens fossiles, vous en avez une image ici. Et ça, je sais que vous en avez déjà entendu parler, donc je n'y reviendrai pas. L'étape suivante, c'était, en parallèle, c'est de se dire, mais finalement, ok, on a un climat qui a changé, mais pourquoi, donc, quelles sont les causes de ces changements climatiques? Et là, on retient le nom de l'astronome serbe Milanković, que vous connaissez certainement, qui a formalisé une théorie de variation, donc d'une théorie qu'on appelle la théorie astronomique de Milanković, qui explique les variations climatiques par des variations d'énergie reçues à la surface du globe. Et ces variations d'énergie sont dues à des variations d'insolation qui sont elles-mêmes dues à des variations de la position de la Terre par rapport au Soleil. Sachant que la Terre tourne autour du Soleil selon une ellipse, que cette ellipse se déforme, sachant que la Terre est inclinée sur son axe de rotation, mais que cette inclinaison change au cours du temps, et sachant aussi qu'elle tourne sur elle-même comme une toupie, et que cet axe de rotation change aussi. Donc l'ensemble de ces variations va permettre des variations cycliques de l'énergie, qui va être une des causes essentielles des fluctuations climatiques. Alors, on va revenir un petit peu sur des exemples de terrain. Voici un exemple des Alpes il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, nos Alpes du Sud, vous êtes peut-être allé skier la semaine dernière ou la semaine passée, ressemblaient à ça. Seuls les plus hauts sommets émergeaient de grands glaciers qui occupaient les vallées principales. On a pu reconstituer des cartes d'extension de ces glaciers. Donc, je vous montre par exemple ici la carte d'extension des glaciers dans les Alpes. Et on va zoomer ici sur une région que vous connaissez certainement, qui est les Alpes du Sud. Et ici sur le glacier de la Durance. Donc vous voyez ici qu'il y a 20 000 ans, ce qui est très court à l'échelle de l'histoire humaine et de l'histoire géologique, il y a 20 000 ans, les hommes étaient tels que nous-mêmes, il n'y a pas eu de changement depuis, c'était l'homme de Cro-Magnon, mais c'est exactement le même que nous. Eh bien, à cette époque-là, le glacier arrivait jusqu'à la ville de Sisteron. Et ce glacier de la Durance était très grand, il débordait de sa vallée glaciaire au niveau de Gap et il allait déborder dans la vallée du Drac. Il était notamment alimenté par le glacier de l'Ubaye que vous voyez représenté ici aussi, et pour ceux qui connaissent, il envahissait également la vallée du Buëch. Et vous voyez sur cette carte des lacs latéraux au glacier. Le glacier bloquait l'écoulement des eaux. Donc de grands lacs s'étaient formés, donc on retrouve encore la trace dans les couches de dépôt qui sont encore parfaitement conservées. Alors je vous montre ici une photo de terrain. Donc vous reconnaissez la cluse de Sisteron qu'on appelle la porte de Provence, avec le village, les couches de calcaire redressées à la verticale qui ont fait barrage au glacier. Mais les glaciers, alors à plusieurs reprises, ils sont arrivés toujours à peu près au même endroit, avec des petites fluctuations, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ce sont les glaciers qui ont contribué à ouvrir ce passage et à percer cette cluse qui empêchait le développement de la langue de glace. Et d'ailleurs, si on regarde les paysages, alors vous retrouvez le village de Sisteron, et là on regarde vers le nord.
Donc on remonte la vallée de la Durance et vous remarquerez certainement la prochaine fois que vous allez y aller que dès que vous passez la cluse de Sisteron, un très vaste paysage s'offre à vous. On a une très très grande vallée démesurée par rapport à la taille de la rivière. Cette vallée, en fait, c'est l'endroit où le glacier s'est étalé puisqu'il était bloqué contre la cluse et il a pu éroder très largement la région. D'autant plus qu'à cet endroit-là, le substrat géologique est très fragile. Ce sont des marnes, ce qu'on appelle les marnes noires. Donc il a pu s'étaler dans toute la région et seule la barre rocheuse que vous voyez à l'arrière-plan émergeait de la glace. Et dans cette région-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'on a eu la chance, il y a quelques années en arrière, de retrouver des bois fossilisés dans les alluvions déposés par les glaciers, ce qu'on appelle des moraines, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et elles ont pu être datées au carbone 14 d'il y a 21 000 ans avant aujourd'hui. Donc là, on est bien sûr que le glacier était là il y a 21 000 ans. Un petit croquis pour caler les idées pour la suite de l'exposé. Vous avez une vallée glaciaire, hein, c'est pas comme une vallée fluviale, hein, le glacier c'est un fluide qui va surcreuser, qui va avoir un pouvoir érosif important, qui va surcreuser certains endroits les plus fragiles. Dans les zones en creux, c'est ce qu'on va appeler des ombiliques. Et les zones plus résistantes, la glace va passer par-dessus, c'est ce qu'on appelle les verrous. Et quand on regarde une vallée en travers, eh bien, on voit que les vallées glaciaires, c'est très caractéristique, hein, elles ont une forme en auge glaciaire, avec un rebord d'auge qui correspond à la limite supérieure du glacier. Si vous allez vous balader en montagne, c'est exactement les traces que vous allez voir. Ici, on est dans la Haute-Durance, la vallée de Fressinière. La forme en auge a un petit peu disparu parce que les éboulis, les cônes de déjection, les cônes d'avalanche sont venus tapisser le fond de la vallée. Mais par contre, on voit encore très bien le rebord de l'auge glaciaire. Donc il y a quelques semaines en arrière, mon collègue vous avait parlé du lac d'Alos. Je vous montre ici une reconstitution des paysages qu'on a pu faire sur ce lac. Le lac d'Alos, c'est un lac qui a pour partie une origine glaciaire, ce qu'on appelle un lac de cirque. Et vous voyez ici le paysage il y a 20 000 ans. Il y a 15 000 ans, le glacier fond avec des icebergs qui dérivent dans le lac. D'ailleurs, on en a retrouvé les traces en fond en faisant un carottage. Et la situation actuelle. Donc quand on a ce lac de montagne, on ne peut expliquer le paysage, on ne peut le comprendre que si on sait qu'il y avait des glaciers il y a quelques dizaines de milliers d'années. Si vous allez vous balader en Corse, en particulier si vous allez faire le GR20, vous allez vous arrêter certainement au bord de ces lacs qui sont magnifiques. Vous avez ici le lac de Capitello. C'est également un lac de cirque qui a la même origine que le lac d'Alos. Et en Corse, le substrat géologique est très résistant. C'est des roches granitiques et associées. Et là, vous voyez ici sur cette photo que vous retrouvez très bien la forme d'auge glaciaire modelée par les anciens glaciers. On est ici assez haut en altitude, hein. Évidemment. Ensuite, les régions plus basses n'étaient pas englacées. Quand le climat s'est réchauffé il y a environ 18 000 ans, ces glaciers ont disparu et les eaux fluviales ont entaillé les verrous. En particulier, vous reconnaissez peut-être cette image. On est là en Haute-Ubaye. C'est un pont qui est assez célèbre parce qu'il est très esthétique. C'est le pont du Châtelet et qui enjambe une gorge très profonde. En fait, le glacier était en amont de ce pont et quand il a fondu, eh bien, les eaux ont creusé comme un coup de sabre cette zone qui avait fait blocage au glacier. Autre site dont vous avez peut-être entendu parler, assez spectaculaire, ce sont les Demoiselles coiffées, on est encore ici en Ubaye, qui sont développées après le départ des glaciers, mais dans les anciennes alluvions, dans les anciennes moraines. Une moraine, un glacier, c'est un peu comme un bulldozer, hein, il va transporter tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il a érodé. Donc à la fois des sédiments très fins, du sable, des limons, des argiles, et puis des très gros blocs, comme vous voyez ici sur la photo, ce qu'on a appelé les blocs erratiques. Ces blocs, eh bien, ils forment une protection pour les demoiselles coiffées qui sont dessous. Et ces formes-là sont des formes de ravinement qui se développent à partir du moment où la région n'est plus englacée. Si vous remontez la vallée de la Durance, en remontant, donc la photo est prise du sud et en regardant vers le nord. Quand vous arrivez au niveau de la confluence de la Durance et du Guil,
vous êtes en face d'un grand replat perché au-dessus des deux rivières qui porte le fort de Mont-Dauphin. Ce replat-là, c'est aussi un replat formé par les alluvions apportées par les glaciers. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y en a, lors de la déglaciation, le glacier du Guil a fondu très vite, parce qu'il était plus petit, alors que le glacier de la Durance était encore en place. Donc les alluvions du Guil sont venus se bloquer contre le glacier de la Durance et ont construit vraisemblablement assez vite une terrasse très très importante que l'on a ensuite exploitée comme une place forte militaire. Si on se balade dans cette région-là, vous allez voir que l'érosion actuelle a creusé là aussi des demoiselles coiffées, moins spectaculaire que celle de tout à l'heure, mais c'est le même principe. Et si je zoome encore, eh bien vous voyez que cette terrasse, cette forme est bien composée de galets apportés par le Guil et donc bloqués contre la vallée de la Durance. Alors en dehors des glaciers, en dehors du domaine englacé, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait par exemple en Basse-Provence, autour de chez nous? À quoi ressemblaient les paysages? Alors on était dans ce qu'on appelle le domaine périglaciaire. On est dans un environnement très froid et surtout très sec, dans lequel la végétation ne pouvait pas beaucoup se développer. Et on avait des paysages qui devaient ressembler à ça, autour des collines marseillaises. Donc des paysages recouverts par une steppe froide, relativement clairsemée, dans laquelle se développait ce qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost. Vous en avez entendu parler, on en entend beaucoup parler aujourd'hui parce qu'il existe encore, je vous montre sur cette figure, sur les zones des hautes latitudes. Vous voyez, il est représenté sur la figure de gauche en violet. Donc en gros, il couvre les régions au-delà du cercle polaire. Mais par contre, il ne va pas plus loin. C'est le sol gelé en permanence. Et à droite, le trait rouge vous montre l'extension du sol gelé, de ce pergélisol, au maximum de la dernière glaciation, donc il y a environ 20 000 ans. Et vous voyez qu'il arrive jusqu'à nos côtes méditerranéennes. Alors le pergélisol, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, on ne voit pas très bien. Vous le devinez sur cette figure, et puis je vais vous montrer des photos de terrain. Quand le sol gèle et dégèle, il va y avoir des fissures qui se créent et qui se remplissent de glace. Ce sont les coins de glace que vous voyez dessinés sur la figure de droite. Et les mouvements de gel-dégel vont créer une migration des cailloux à l'intérieur du sol qui vont se réorganiser et former des polygones. Ces polygones, on les observe aujourd'hui dans les hautes latitudes. Par exemple, sur cette très belle photo de Yann Arthur Bertrand, où vous voyez des polygones de gel qui se développent aujourd'hui. Alors ici, c'est en Antarctique, mais on pourrait trouver les mêmes en Arctique. Eh bien, c'était ce qui existait en Provence il y a 20 000 ans. Et la preuve, vous pouvez le voir ici sur cette photo, on est ici, on a une vue aérienne à gauche de la petite Crau, donc on est au niveau du versant nord des Alpilles, dans la plaine de la Durance. Et vous voyez sur la photo ici, je vais vous montrer quand même, ici, le dessin de ces polygones. Et vous avez à droite une tranchée qu'on avait faite dans laquelle on retrouve les cailloux déplacés par l'alternance des cycles de gel et de dégel et les anciennes fentes de glace qui sont aujourd'hui remplies de limon. Et je vous disais tout à l'heure, vous en avez certainement entendu parler de ce pergélisol, puisqu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique actuel, ils fond. Et ça pose de gros problèmes d'aménagement, d'effondrement liés à la fusion de la glace en profondeur. Vous avez ici des exemples de routes ou de bâtiments endommagés ou de très beaux paysages aussi dans les régions du nord de la Russie. Alors, si on regarde le paysage de la Sainte-Victoire que vous connaissez tous, eh bien là aussi on va trouver des traces de ce climat glaciaire. Alors attention, il n'y avait pas de glacier ici sur la Sainte-Victoire, mais on avait des accumulations de neige qui se faisaient dans des zones en creux, dans ce qu'on va appeler des niches de nivation, qui sont des grandes alvéoles qui sont très caractéristiques du versant sud de la Sainte-Victoire. C'est d'ailleurs des endroits où ceux qui pratiquent l'escalade vont, parce que ça nous donne des grandes parois assez lisses. En fait, ça, ce sont les traces d'accumulation de la neige. L'eau de fonte de la neige est très agressive
pour le calcaire qui compose le massif de la Sainte-Victoire. Et donc, en fondant, eh bien, elle va dissoudre ce calcaire et contribuer à former des niches. Évidemment, plus la niche est grande, plus il y a de la neige qui s'accumule, et plus la neige fond, plus l'eau est agressive, etc., etc. Toujours si on regarde la Sainte-Victoire, je me suis décalée un petit peu ici à l'est, on la regarde depuis le sud vers le nord. On peut remarquer qu'au sud du versant, on a des grands replats qui prolongent le versant. Regardez, je vous les montre et je les enlève. C'est ce qu'on appelle des glacis. Attention, ce n'est pas des glaciers, c'est des glacis. Des glacis sont des formes en pente douce qui correspondent grosso modo à d'anciens éboulis remaniés par les eaux d'écoulement, les eaux de fonte de la neige qui s'étaient accumulées dans les niches de nivation ou partout sur le versant d'ailleurs, et qui en fondant pendant l'été entraînaient le matériel érodé et l'étalaient sur le pied du versant. Après la glaciation, quand le climat est devenu plus chaud et surtout plus humide, eh bien, les rivières ont creusé et ces glacis se retrouvent démantelés en quelque sorte. C'est exactement ce que l'on retrouve aussi le long des montagnes des Alpes du Sud. Ici, on est au pied de la montagne de Saint-Genis, juste au nord de Sisteron. Vous la voyez quand vous remontez la vallée depuis l'autoroute. Vous voyez que cette montagne est très caractéristique. Sur la droite, vous avez des versants que l'on appelle des versants réglés, très réguliers, avec une pente tirée au cordeau, qui sont en fait recouverts par d'anciens éboulis qui ont été formés pendant la dernière glaciation. Il faut imaginer le glacier qui venait lécher le pied de cette montagne et les éboulis qui se formaient le long des versants. Je vous montre un exemple actuel de ces éboulis en formation. Il faut monter très haut en altitude. On est ici dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan. Et là, les éboulis sont en train de se former sous l'effet des alternances de cycles de gel et de dégel. Et d'ailleurs, vous voyez aussi sur cette photo une très belle terrasse qu'on appelle une terrasse fluvio-glaciaire qui a été formée par les eaux de fonte du glacier qui se situent juste en amont. Toujours dans des héritages de ces périodes froides qui sont ici exploités et intéressants pour l'homme. On est ici près de Vaugines, au sud du Luberon, donc pas très loin de Cucuron pour ceux qui connaissent. Il y a une très grande gravière, une très grande carrière exploitée depuis des dizaines d'années dans ces sédiments très fins. Là aussi, ce sont les anciens éboulis de période froide. Très intéressant pour fabriquer et pour récupérer, parce qu'il n'y a même pas besoin de fabriquer, pour récupérer du granulat et le revendre. Et les carriers nous avaient appelés, parce qu'ils savaient qu'on cherchait des traces, des fossiles dans la région. Et au fond de la carrière, ils sont tombés sur des arbres fossilisés, on a pu les dater, ils ont 40 000 ans. Donc vous voyez, sur la photo, on devine mal l'échelle, mais il y a 20, 30, peut-être même 50 mètres de dépôts accumulés depuis 40 000 ans. Quand vous allez vous balader dans la Calanque, ces éboulis, vous les retrouvez aussi. Ils sont en partie fossilisés par la végétation, mais ce n'est pas des éboulis qui sont créés aujourd'hui vraiment. Enfin, ils sont entretenus par les traces des marcheurs aussi. Il y a toujours quelques cailloux qui tombent, mais ils se sont majoritairement formés en période froide. On peut trouver aussi des accumulations dans certains vallons qui sont assez anciennes. Dans certaines, vous les voyez ici sur la photo, elles sont un peu ocre parfois, c'est à cause de la présence d'oxyde de fer. Et dans certaines, on a pu retrouver des fossiles d'animaux, de faune de période froide, aujourd'hui disparus. Pendant ces périodes glaciaires, le climat était très froid, mais aussi très sec. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la végétation était quasiment inexistante, donc très peu protectrice pour les versants. Et les vents étaient très violents. On peut parler d'un paléomistral si on veut, qui soufflait très fort sur la région et dont on trouve aussi encore aujourd'hui des traces d'érosion par le vent. On est ici sur le flanc nord des Alpilles, donc exposé face au Mistral, et vous voyez des trous dans la roche, sur la photo d'en haut et de gauche, ou des endroits qui ont été érodés en grande partie par le vent, et qui sont aussi des traces fossiles. Aujourd'hui, ce n'est pas le Mistral d'aujourd'hui qui va
avoir le pouvoir d'éroder cette roche. Et puis de toute façon, vous voyez sur les photos d'aujourd'hui, les versants sont protégés par la végétation. Ce paléo-mistral, eh bien, il a accumulé des dunes. On est toujours ici dans les Alpilles, hein, on est dans l'axe où le vent était le plus fort, hein, dans une ancienne carrière qui a été exploitée pour récupérer le sable, des dunes déposées par ce paléo-mistral. Et quand on regarde bien, si vous voyez ici sur la photo, on retrouve les stratifications entrecroisées comme dans les dunes du Sahara actuel. Il faut savoir que pendant ces périodes froides, les déserts comme le Sahara étaient beaucoup plus étendus. Et ces dunes, qu'on appelle en termes de géomorphologue des loess, couvraient une grande partie de l'Asie centrale. Ils sont également très développés en Chine. C'est la photo en bas à droite, où vous voyez qu'ils peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et au milieu, les traits rouges correspondent, que vous voyez ici, correspondent à des épisodes plus tempérés, des périodes interglaciaires pendant lesquelles la végétation et les sols se sont développés. Donc c'est des loess qui ont été très utiles pour reconstituer les environnements, qui sont bien entendu beaucoup plus développés qu'en Provence. Un équivalent actuel, on est encore remonté dans les vallées des hautes montagnes du Pamir. Vous voyez ici des loess en formation, des dunes en formation. On est en aval d'un glacier, dans une grande vallée fluvioglaciaire. Et ces poussières vont donner des dunes qui recouvrent la route qu'on est obligé de dégager régulièrement en bulldozer d'ailleurs. L'étang de Berre, l'étang de Berre, c'est aussi le résultat de l'érosion éolienne. L'étang de Berre, c'est une grande cuvette qui a été surcreusée par le vent en période froide, sachant qu'en période froide, le niveau de la mer, ça je ne vous en ai pas encore parlé, mais vous le savez sans doute, était beaucoup plus bas que l'actuel, puisqu'une partie de l'eau était stockée sous forme de glace dans les grandes calottes glaciaires que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc le niveau de la mer était environ 130 mètres en dessous du niveau actuel. Le vent soufflait très fort et l'étang de Berre, comme le marais des Baux, ce sont des endroits qui ont été surcreusés par le vent. Et quand la mer est remontée après la fonte des glaciers, eh bien, ils ont été, là ici l'étang de Berre a été mis en eau. Alors ça m'amène à vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le littoral en période froide. Donc ici une carte qui vous montre l'emplacement de la grande calotte de glace qui recouvre le nord de l'Europe. Avec un niveau de la mer à moins 130 mètres plus bas, eh bien, on peut rejoindre l'emplacement des villes de Paris et de Londres à pied sec. Et ici, dans nos régions, eh bien, on peut aller aux îles de Marseille également à pied sec. Et nos calanques, eh bien, ce sont en fait des vallées fluviales qui ont été envahies par la remontée du niveau de l'eau. Ce sont d'anciens canyons, au même titre que le canyon du Verdon, qui ont été creusés, formés pendant ces périodes froides. Attention, il n'y a jamais eu de glacier dans les calanques, hein, mais il y avait des rivières. Ces rivières avaient tendance à creuser pour rattraper le littoral, qui était 130 mètres plus bas. Le sol était gelé. Et quand en été, la glace fondait, parce qu'elle fondait un petit peu, hein, le pouvoir érosif des rivières était important. Et donc les canyons se sont creusés relativement rapidement. En tout cas, c'est un des facteurs qui explique la formation des calanques. Et puis, ça c'est des choses que je vous montre mais que vous connaissez bien. Si on plonge sous le niveau de la mer, eh bien, vous avez ici une photo de l'anse de la Triperie, où on a découvert il y a quelques années la grotte Cosquer. Donc si on plonge sous le niveau actuel, on va pouvoir nager et remonter des boyaux aujourd'hui immergés et sortir dans des salles dans lesquelles on va trouver les peintures préhistoriques et des concrétions qui sont aujourd'hui englouties sous l'eau mais qui se sont formées en milieu aérien. Alors, bon, pour le plaisir de vous remontrer ces peintures, hein, donc on va retrouver une faune aujourd'hui disparue aussi, hein, avec des chevaux sauvages, des pingouins, des phoques et tout
tout un tas d'animaux qui ont disparu, à la fois à cause du changement du climat naturel, et pour certains aussi liés aux activités de chasse. Voilà la grotte Cosquer vue en coupe, avec l'emplacement du niveau marin actuel, sachant que l'entrée de la grotte, ici, était en fait au milieu d'un versant qui dominait la mer il y a à peu près 30 000 ans. Donc sur ces croquis-là, vous voyez l'entrée de la grotte pour vous repérer l'anse de la triperie et un grand versant qui descendait en pente douce jusqu'au littoral de l'époque. Alors, le niveau de la mer est remonté très rapidement à partir du moment où le climat a changé, et ce climat a changé très rapidement. On estime que, par exemple, le glacier de la Durance a disparu, était à son maximum, je vous l'ai montré tout à l'heure, à 21 000 ans, il était à Sisteron. À 16 000 ans, il a complètement disparu. Donc c'est quelque chose qui va très très vite. Et parallèlement à ça, le niveau de la mer remonte également très rapidement. Vous le voyez ici sur cette figure, donc avec une remontée très rapide entre 14, 12, 10, 8 000 ans. Et ensuite, globalement, grosso modo, le niveau de la mer est relativement stable depuis 6 000 ans. Je ne parle pas des petites variations, mais qui sont quand même petites par rapport à une variation de 130 mètres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette époque-là? Alors, on va faire un bond on va avancer dans le temps, parce qu'on ne peut pas parler de tout non plus. Comment se sont transformés les littoraux? Les vallées fluviales ont été englouties, comme les calanques. Mais quand ces vallées apportaient beaucoup de sédiments, eh bien, c'est le moment où vont se former les grands deltas, comme le delta de la Camargue. Delta de la Camargue est une accumulation de sédiments du Rhône qui s'est faite à partir du moment où le niveau de la mer est remonté. Le niveau de la mer en remontant, les rivières sont venues petit à petit déposer des sédiments. Donc c'est une forme géomorphologique relativement récente. Et d'ailleurs dans laquelle on va retrouver les traces des différents stades de remontée du niveau de la mer, des différents déplacements des chenaux du Rhône. Alors les géomorphologues ont pu reconstituer, ont fait beaucoup d'études sur ce delta. J'ai sélectionné quelques étapes ici qui me paraissaient intéressantes. En haut, il y a 7000 ans, 7200 ans, vous voyez que le delta qui est représenté ici en gris ce sont les sédiments fluviatiles, commence à se former. En pointillé, vous avez la position du delta actuel. Il y a 6000 ans, le niveau de la mer, rappelez-vous, est stable. Donc il fait blocage finalement. Les rivières apportent beaucoup de sédiments et on a un delta qui est en train de se former, qui a cette forme un petit peu pointue, vous voyez ici. Donc ce qui montre qu'il est en train de prograder sur la mer. Il y a 2000 ans, 1000 ans à peu près, vous voyez que le delta, grosso modo, il a presque acquis sa forme actuelle. Il commence, la forme pointue a disparu. Et le littoral va commencer à se régulariser, à se lisser en quelque sorte. Regardez ce qui se passe il y a 200 ans. C'est une image que j'ai sélectionnée parce qu'elle fait un petit peu écho à la conférence de Frédéric Guittet que vous avez vue sur le lac d'Alos, pour ceux qui étaient là. Regardez ce qui se passe il y a 200 ans. Bon, ça c'est pas grave. Voilà. Le delta prend à nouveau une forme pointue le long d'un des bras du Rhône et il va avoir tendance à progresser de manière importante. Le niveau de la mer est stable. Donc qu'est-ce qui explique la progression du delta à ce moment-là? Eh bien, ça va être le fait que les hommes vont avoir depuis déjà quelques millénaires inventé l'agriculture, vont avoir commencé à défricher les forêts, donc à augmenter l'érosion sur les versants et donc à provoquer des apports de sédiments importants dans les rivières, donc par exemple via la vallée de la Durance, donc jusqu'à la vallée du Rhône. Et donc ces apports de sédiments vont contribuer à nourrir le delta et à le faire avancer sur la mer.
Et voici une photo des paysages à la fin du 19e siècle. Hein, les montagnes autour du lac d'Alos, il n'y a pas un arbre, hein, ce sont des paysages désertiques. Et j'aurais pu prendre des photos de Marseille ou des environs de Marseille. Il n'y a plus un arbre non plus. Hein. On avait des besoins de bois très importants pour construire, pour se chauffer, pour cuisiner. Donc la végétation a été complètement rasée. Et donc, l'érosion étant importante, les rivières ont créé des accumulations sur les littoraux qui font que les littoraux ont eu tendance, enfin le trait de côte a eu tendance à gagner sur la mer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce trait de côte, vous le savez tous, est en voie de régression et que la Camargue, c'est une zone où les plages reculent, hein, on va perdre du terrain. Et en particulier, alors on va pouvoir se poser la question de pourquoi les littoraux reculent. Aujourd'hui, le climat change un petit peu, enfin il change même beaucoup, trop rapidement, hein. C'est pas que je veux nier le changement climatique, pas du tout, mais par rapport au changement climatique passé, c'est un changement qui est encore aujourd'hui de moindre ampleur. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis les années 60, eh bien, on a exploité les sables des rivières, on a exploité les sables le long des littoraux pour la construction et on a créé de grands barrages comme le barrage de Serre-Ponçon. Tout ça a fait que les rivières n'ont plus apporté assez de matériel aux littoraux et que les littoraux sont en voie de recul. Vous avez ici un exemple en face des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le trait jaune vous montre la position du littoral en 1895. Par rapport à la position du littoral d'aujourd'hui, vous voyez que c'est catastrophique. Surtout que le village a été construit. Donc on essaye tant bien que mal de protéger les constructions en faisant des digues. Mais malheureusement, on ne peut pas détruire Serre-Ponçon, hein, si j'exagère. Hein, donc là, c'est un recul qui est en grande partie lié aux aménagements que l'on a fait dans les rivières. Juste quelques images, je trouvais ça assez intéressant. Vous avez en haut une photo des Saintes-Maries aujourd'hui. À droite, un tableau de Van Gogh qui représente le même paysage. Et vous voyez sur l'image d'en bas la position, enfin l'endroit où le peintre a dû installer son chevalet pour peindre le paysage. Ben, aujourd'hui, il aurait eu largement les pieds dans l'eau. Et puis vous entendez tous les jours dire que les littoraux reculent. Hein. Ici, c'est un article du journal qui raconte que les plages varoises perdent chaque année du terrain face à la mer. Ben oui, ça inquiète tout le monde. Hein. Les aménagements sont emportés, on est obligé de recharger les plages, mais malheureusement c'est une dynamique qu'on va avoir beaucoup de mal à contrer. Et je terminerai par cette dernière image qui vous montre aussi l'évolution des paysages, donc récents cette fois-ci dans les rivières. Vous avez ici deux cartes de la vallée de la Durance à Pertuis. Donc vous reconnaissez peut-être le pont de Pertuis qui traverse la vallée. Vous voyez bien sur la carte de gauche l'autoroute. En haut, toujours sur la carte de gauche, en grisé, les emplacements de la zone commerciale et industrielle, donc des constructions importantes. Et sur la carte de droite, la situation, il y a 50 ans, allez, un peu plus maintenant, en 1950, avant la construction de Serre-Ponçon. Vous voyez la largeur de la rivière, une rivière qui est constituée de plusieurs chenaux, qui connaissait des crues très fréquentes, qui débordait. Regardez à l'emplacement de la zone industrielle, il y avait un marécage. Donc des endroits clairement inondés très fréquemment. Et ben, malheureusement, aujourd'hui on essaye de prendre en compte le fonctionnement des milieux naturels pour prévoir, pour construire, pour aménager, hein, pour faire des cartes des risques et pour aménager le plus intelligemment possible, mais c'est des choses qu'on n'a pas fait il y a quelques dizaines d'années en arrière. Et ben voici la zone industrielle pendant l'hiver 94, hein, quand la Durance a débordé. L'autoroute était coupée. Vous voyez que l'autoroute ici, elle est construite dans le lit de la rivière. C'est pas parce que la rivière a été aménagée qu'on était à l'abri des crues. Hein. En 94, les barrages en amont étaient pleins, donc ils ne pouvaient pas écrêter les crues. L'hiver a été très humide. Et donc la Durance a débordé, a retrouvé simplement sa position naturelle en fait.
Voilà. Ben, je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai déjà débordé, et je vous remercie de votre attention.